Bon. À mon tour. Sans déconner, vous m'avez ligoté avec du papier toilette? Tu sais combien ça coûte une corde? 5 ou 10 euros? Le pire c'est qu'il a raison. Ouais bon, ta gueule, et écoute la suite du Lord Five Nights at Freddy. Bon, vu que je suis sympa, je vais faire vite fait un résumé de la saga précédente. Fazbear Entertainment est une entreprise de divertissement très populaire, ayant ouvert plein de restaurants, et dont l'un des fondateurs est un individu nommé Afton. À ce moment-là, on ne sait pas encore pourquoi celui-ci se mettra à tuer des enfants, mais afin de rester inaperçu, il se déguisera en animatronique avec un costume à springlock, ceci permettant de compresser la machine à l'intérieur. Sauf que plus tard, un fantôme entra une marionnette, qui permettra à d'autres enfants d'en hanter à leur tour des animatroniques. Ceux-ci commenceront à faire n'importe quoi et l'entreprise sera ruinée. Afton tentera de détruire les animatroniques, mais sera piégé par les fantômes des enfants morts. Et il paniquera en se cachant dans les costumes à springlock. Mais les ressorts lâchent et il finit broyé dedans. Dans FNAF 4, on raconte l'histoire d'un gamin pleurnichard, vivant dans une maison pleine de produits dérivés de Fazbear Entertainment. Et vivant même à côté d'un de leurs restaurants, dont il a peur des animatroniques, ce qui est totalement compréhensible. Mais son quotidien est aussi d'être martyrisé par son grand frère. Un jour, celui-ci et ses amis feront la blague de trop, en le jetant dans la bouche de Fredbear, qui lui broiera le crâne, et il mourra en agonisant sur son lit d'hôpital, avec des cauchemars d'animatroniques. La conclusion de cette saga était que tout depuis le début n'était qu'un délire d'un gamin en train de mourir. Mais ça, les fans ne l'ont pas accepté. Et donc, Scott Cawthon décidera de continuer l'histoire, de façon totalement improbable. On démarre cette nouvelle saga du Lord of FNAF avec Sister Location, sorti le 7 octobre 2016. Le titre est une référence au principe d'entreprise liées par un même groupe. Cette fois, les événements se passent dans le Circus Baby Pizza Place, une filiale de Freddy Fazbear Entertainment. On y incarne un gars de la maintenance qui chaque nuit vérifie le fonctionnement du lieu puis retourne chez lui manger du beurre. Quoi? C'est très bon le beurre! Les Bretons en raffolent! Les Bretons cuisinent avec beaucoup de beurre, mais ils mangent pas directement dedans. Je vois pas la différence. Première chose à souligner avec cet opus, le jeu a beaucoup plus d'humour et de situations variées par rapport au jeu précédent. Le fait qu'on soit chargé de la maintenance fait qu'on se retrouve dans toutes sortes de lieux improbables, à réparer des machines tout aussi farfelues que terrifiantes. Mais je suis dans la merde! Les choses vont dégénérer très vite avec la deuxième nuit, où l'animatronique Baby vous demandera de vous cacher, et à partir de ce moment-là, elle cherchera à nous aider à échapper à... Bah, encore une fois, à peu près tout veut ta mort, hein, donc un peu d'aide n'est pas de trop. Je t'ai caché. Great job. Non mais encore une fois, quel genre de taré reste à ce genre de boulot après avoir frôlé la mort 2 ou 3 fois? Quelqu'un d'assez masochiste ou suicidaire pour se foutre continuellement dans des situations mortelles liées à Fazbear Entertainment, mais ça on en reparlera plus tard. Parlons d'abord de Baby. Ce personnage est sacrément important! Bon, en vrai, ils sont tous importants. Même si je ne les cite pas tous, ils ont leur moment de gloire. Mais si je présente tout le monde, vous allez plus arriver à me suivre, alors on va rester en petit comité. On l'incarne dans un mini-jeu dans lequel on donne des glaces aux enfants. Oh, c'est mignon! Avant de capturer une gamine dans son ventre. Ok. Baby racontera que le père de la gamine l'avait interdit de s'en approcher et a fini par le désobéir. On apprendra beaucoup plus tard dans d'autres œuvres de FNAF quelle était la fille d'Afton. Qui? Le tueur d'enfants des jeux FNAF précédents. D'ailleurs, avec cet opus, on peut canoniser le nom d'Afton du bouquin avec l'identité de l'homme violet grâce à l'entreprise qui porte littéralement son nom de famille, Afton Robotics, et l'interview du début qui donne le nom du tueur. Ouais bon, j'avoue, cette info est moins impressionnante. Mais on sait maintenant qu'il est à l'origine des animatroniques de Sister Location. Mais surtout, les schémas montrent qu'ils ont été créés volontairement pour piéger des enfants. L'un d'eux ayant un compartiment pour gâteau pour contenir un corps, et un autre qui peut imiter les voix de clients. Ah, mais du coup les anciens animatroniques ils deviennent super lambda par rapport aux autres robots tueurs d'Afton.
J'imagine qu'il ne pouvait pas trop se permettre ce genre d'excentricité. On parle de robots tueurs d'enfants, pas de machines à laver. Donc si on pouvait éviter d'être aussi détaché de la dangerosité de ces machines... Il a raison, nos produits ont toujours été géniaux. Pas Fredbear à l'option casse-noisette, pas Freddy à l'option karaoké. J'aime mettre mon pénis dans les Yahoo. Pas Bonnie à l'option musique. Et pas de Chica à l'option de porter des trucs. Chica fracasse! Clairement, c'est à partir de cet opus que William Afton n'est plus un sociopathe qui tue les enfants impulsivement. Non, là ça devient un psychopathe froid et calculateur ayant créé des machines pour tuer de façon sadique. Et ce type a des enfants? Ouais, mais ils sont tous morts! Quoi? Non mais en fait ça devrait pas me surprendre. Ouais, j'expliquerai ça plus tard. Continuons de parler des séquences marquantes du jeu, telles que le moment où l'on est kidnappé et enfermé dans un costume à Springlock. La nuit suivante, on doit réparer Baby et on l'entendra nous demander de la rejoindre dans une salle spéciale. On devra ensuite suivre ses instructions qui mèneront au scooper, une machine qui sert à extraire un endosquelette de son costume. Évidemment, sur un humain, vous visualisez ce qui va se passer. Le scooper va vider le joueur, dont les restes serviront de costume pour un amalgame d'animatronique, vous ayant piégé avec la voix de Baby. Ennard est la fusion des robots qui ont tenté de vous tuer durant l'aventure. Ce personnage n'a aucune race. Son objectif est de s'enfuir à l'extérieur. Mais pour passer inaperçu, il prendra votre apparence. Personne ne pourra me voir grâce à mes super vêtements de camouflage. Je suis discret telle la musaraigne. Cependant, il y a une fin alternative où on n'écoute pas Ennard. À la place, on arrive dans une salle avec des caméras où sont affichées la chambre de FNAF 4. Un nouveau retcon de ce cher Scott pour vous vendre plus de produits dérivés liés à ce mystère. Je vous trouve très cynique vis-à-vis du créateur de cette franchise. Je pense qu'il est trop riche et détaché de son œuvre pour se soucier de mon avis. Par contre, les fans hardcore... Blasphémateur, on ne dit pas de mal du Saint Scott Cotton. Oh mon Dieu, ils ont appris à ouvrir la porte. Visageux choqué. Petite futée. Ils sont tous aussi fanatiques que ça? Oh non, ça c'est la branche hardcore. Par contre, c'est souvent les plus cons. Hey! Non mais bande d'abrutis, j'ai des animatroniques tueurs, d'où vous avez une chance contre moi. Chica fracasse! Bref, le gars réussira à s'enfuir, cependant Ennard le retrouve malgré tout chez lui. Et la finalité reste la même, parce qu'on n'est pas non plus dans un jeu à fin multi, faut pas déconner. Attention, je prends bien mon temps. Oulala. Cependant, on découvre la suite avec la Custom Night. C'est une séquence animée où Ennard a essayé de se faire passer pour le joueur pendant un certain temps, mais le corps a commencé à pourrir et faire paniquer tout le monde. Jusqu'au moment où le corps a recraché Ennard dans les égouts, avant de se relever comme si de rien n'était. Et quoi? Oh ça va, on n'est plus à une incohérence près. Non mais là, on est à un tout autre niveau. On parle d'un cadavre qui s'est fait vider de son squelette et qui magiquement se relève comme si rien n'était après avoir recraché ce qui était à l'intérieur. De toute façon, c'est pas tout. Comment ça, c'est pas tout? Dans la dernière cinématique, on entend le mec révéler qu'il se nomme Michael. Celui-ci parle à son père, comme quoi il devrait être mort. Mais il ne l'est pas, et a retrouvé sa sœur. Et là, on se rend compte que son plan faisait référence au titre Sister Location. Mais ça n'a aucun putain de sens, il a plus de cordes vocales. Oh ça va, c'est pas moins incohérent que la suite. Alors fais comme si la magie existait, si ça peut stabiliser ton cerveau. Bon, en gros, on incarnait Michael Afton, à la recherche de sa sœur dans les différentes entreprises de Fazbear Entertainment, sous différentes identités depuis le début, ce qui rend cohérent le fait qu'il reste malgré le danger de mort évident. Mais c'est la justification scénaristique la plus conne que j'ai jamais entendue. Pour l'instant. L'avantage avec Sister Location, c'est qu'il n'y a pas de date, et donc c'est presque implaçable dans la chronologie des jeux, vu que dans FNAF 2, ils sont ruinés, mais là, ils ont masse d'argent pour construire un complexe mécanisé plein d'animatroniques. Et à la fin, il y a Springtrap. Donc c'est clairement avec cet opus que démarre très fort la saga des retcons infinis. Et que Scott commence à vraiment n'avoir plus rien à foutre de la cohérence. J'avoue que là, j'étais pas prêt pour la fin. Ouais, et pourtant t'as pas encore entendu ce qu'il raconte son nouveau bouquin. Oh, par pitié, tuez-moi. Si tu le veux tant, je peux le faire, mais tu risques de devenir un animatronique qui bosse ici pour toujours. Quelqu'un sait où est le formulaire à 38? Ok, si j'écoute votre histoire jusqu'au bout, je peux me barrer. Libre comme l'air. Vous avez toute mon attention.
C'est parti pour Twist and One, publié le 27 juin 2017. Je vais pas spoiler l'histoire parce que... 1. Elle est sans intérêt à résumer, et 2. De toute façon, elle fait pas partie de l'univers des jeux, donc giga la flemme. Cependant, elle introduit un nouvel élément, les disques d'illusion. Une technologie qui permet de générer des petites hallucinations à un individu, mais aussi à tout un bâtiment entier. Comment ça marche? Bah, comme d'habitude, à partir de maintenant, dans cette saga, ta gueule, c'est scientifique. Aussi scientifique que si un gars random inventait un téléphone tactile à l'époque où on inventait l'électricité, mais... c'est un peu magique, cependant il y a quand même une forme de logique. Les disques d'illusion, ça fait littéralement tout voir et ressentir selon le besoin du scénario. C'est pas mentionné dans les jeux, mais on pourrait imaginer ce genre de technologie comme justification de comment Afton piège les enfants et les hallucinations de FNAF 3. Ouais bon, à ce stade, Afton il aurait dû se reconvertir en chercheur de l'armée. Il aurait gagné plus d'argent qu'ouvrir une pizzeria. Ouais, sauf que William est actuellement plus intéressé par le meurtre d'innocents que par le succès financier, donc c'est plus cohérent la pizzeria. Ouais bon, je parle de cohérence, alors que la suite va être aussi logique que Sister Location. Ah merde. C'est parti pour Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, sorti le 4 décembre 2017. Dans ce jeu, on introduit le programme de gestion des restaurants de FNAF. Car oui, on oublie que Fazbear Entertainment, à la base, c'est une chaîne de divertissement. Disneyland, enfin du fun. Ouais, sauf qu'avec tous les soupçons de meurtre d'enfants, je me demande si les parents font pas exprès de continuer d'y aller pour économiser de l'argent en liquidant leurs gamins. Oui, allô? Je risque combien pour un infanticide? Hey, peut-être que Fazbear Entertainment fait de très bonnes pizzas et des super goûters d'anniversaire pour pas cher. J'y crois absolument pas. Bah vas-y, goûte à notre pas pizza avant de juger. Mais c'est pas une pizza. C'est ce que j'ai dit, c'est une pas pizza. Mais c'est dégueulasse. Par contre, j'ouvre une parenthèse. Le plus important avec cet opus, c'est qu'il introduit le MacGuffin ultime de l'univers de FNAF, en général, le Remnant. Le quoi? T'as pas écouté? C'est le MacGuffin, un élément vague qui sert de prétexte au développement du scénario. Clairement, avec le Remnant, Scott Cawthon va pouvoir tout justifier. C'est littéralement sa magie à lui. Mais c'est quoi, bordel? Le Remnant est, comme son nom l'indique en français, un résidu, un vestige, mais pas de n'importe quoi, un reste d'âme. Car dans l'univers de FNAF, cette substance se crée pendant l'agonie d'une personne, et en grande quantité quand il s'agit d'un enfant. Manque plus que le diamant d'innocence, pour faire plus cliché. Cependant, c'est basiquement du métal mélangé à du sang. Par conséquent, ça peut fondre en... à peu près ce que tu veux. Scott va pondre une chier de bouquins où l'on suit des histoires complètement débiles et farfelues, justifiées par « ta gueule, c'est du Remnant ». Et clairement, je te déconseille la lecture si tu tiens à ta santé mentale. À ce stade, je te conseille plutôt le Necronomicon. Vous êtes sûr de la comparaison? Oh, t'as raison, je suis trop méchant. J'avoue que c'est drôle de suivre William et Eleanor massacrer des innocents pour obtenir plus de Remnant. Les mots drôle et massacre d'innocents sont pas vraiment conseillés dans la même phrase par sécurité juridique. Bref, le Remnant sert maintenant à tout justifier. Pourquoi les animatroniques sont possédés? Le Remnant. Pourquoi Afton détruit les robots dans FNAF 3? Le récolter du Remnant. Pourquoi l'incendie à la fin de ce jeu? Pour détruire le Remnant. Pourquoi faire des robots tueurs? Pour récolter le Remnant. Pourquoi le scooper? Pour créer des êtres à partir du Remnant. Et attends, ça devait pas juste sortir les animatroniques de leur costume? Ouais, mais Redcon. Et pas un petit, car William Afton, il fabrique maintenant des intelligences artificielles avec du Remnant. C'est pas comme ça que la programmation ça fonctionne, hein. Mais tu raisonnes de façon encore trop logique, mon petit. Car, ainsi, avec le Remnant, fut créée la base de toute la licence. Fin de la parenthèse. Vous pouvez y aller. Maintenant que la grosse parenthèse Remnant est fermée, retournons au jeu. On y raconte que Henry, l'un des cofondateurs de la boîte, est parfaitement conscient des innombrables meurtres de William Afton. D'ailleurs, l'enfant mort de FNAF 2 qui hante Puppet est la fille de Henry, mais visiblement il n'est pas rancunier. Par contre, c'est des années après FNAF 3 que celui-ci décide qu'il faut arrêter William Afton et tous ses animatroniques. Il a attendu que ce psychopathe fasse un nombre incalculable de morts, dont leur enfant à tous les deux, fabrique des robots tueurs qui vont ruiner leur propre entreprise, que les enfants morts se vengent sur William, puis revient à la vie, puis brûle, mais survit pour enfin se dire « Ah non, là ça suffit les meurtres, William, faut rester mort !» Il y a bien des gens qui défendent des criminels sexuels avant de retourner leur veste seulement quand ils sont morts. Oh non mais là, faut vraiment être déconnecté de la réalité pour réagir aussi tardivement. Il a réagi, c'est pas si mal.
Le nom de la fille d'Henry n'est jamais donné, mais dans les bouquins, c'est Charlie. Donc la communauté a déduit que ça n'a pas changé, comme ce fut avec Afton. Cependant, grâce à ce jeu, on apprend le nom de plein de gens. Elizabeth est le nom de la fille de William, on sait le nom des victimes principales qui ont été tuées par Afton déguisées en Spring Bonnie, même s'il faut vraiment être un gamin pour voir ça. Tiens, gamin, j'ai des bonbons, suis-moi dans le placard. Et se dire que c'est sans danger. Par contre, on a aussi accès à des schémas, dont certains appartenant à William Afton. Et avec, on comprend que son plan est de faire fusionner tous les animatroniques pour en faire une méga source de Remnant. Je suppose qu'on incarne Michael encore une fois. Jamais tu crèves, toi! Pour réunir les animatroniques dans le piège d'Henry. Parmi eux, Molten Freddy. C'est la fusion d'animatroniques créée pour tuer par Afton. Et fusionnée entre eux grâce à l'incendie de FNAF 3. Il est un concentré de Remnant, une substance composée d'âme. Et donc celle-ci ne repose pas en paix. C'est potentiellement un peu énarde aussi. Je suis spécial! Springtrap est de retour, mais a perdu un bras durant l'ellipse de FNAF 3 à ce jeu. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Scrap Baby, c'est Baby qui a réussi à se séparer d'Ennard et se recréer un corps par la magie du Remnant, j'imagine. Henry fabrique un animatronique du nom de Lefty pour capturer Puppet, car il sait qu'elle cherchera toujours à protéger les innocents, mais veut qu'elle repose en paix avec son plan, qui consiste à enfermer tout le monde et les faire brûler. Attends une minute, c'était pas le plan de William Afton de réunir tous les animatroniques au même endroit? Eh oui, Henry voulait tout brûler en pensant que les âmes contenues dans le Remnant reposeraient en paix, en brûlant tout le monde, mais à la place, il a fait fusionner tout le Remnant en un seul être comme William le voulait. Je tiens à dire que ce lieu n'a aucun sens à part métaphorique, vu que... D'où Henry, il a encore de l'argent pour construire un bâtiment autodestructible et un animatronique à trappe marionnette. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Ouais, bon, vous savez quoi? On s'en fout! Scott Cawthon, il avait juste envie de conclure toute l'histoire en emmerdant la cohérence. En résumé, ce jeu raconte comment le cofondateur de Fazbear Entertainment a eu un éclair de lucidité en décidant qu'il faut arrêter ces conneries de robots hantés et tueurs zombies. Il a choisi un peu par hasard Michael en tant que gardien, mais s'attendait pas à ce qu'il soit aussi impliqué dans l'affaire. Ouais, à la base, il prévoyait de laisser le gardien sortir. Sauf que le fils zombie Remnant de l'autre cofondateur a réussi à attirer tous les animatroniques dans un bâtiment pour tous les enfermer dedans. Et Henry a décidé de tout cramer par le feu. Sympa pour Michael. C'est l'une des conclusions les plus foireuses que j'ai entendues pour une saga de jeux aussi énorme. Et pourtant j'en ai connu des sagas de jeux qui sont partis en couille. Ah non mais c'est absolument pas fini. Mais tu as dit qu'ils allaient tous cramer? Certaines choses ne veulent simplement pas mourir. Et surtout Scott Cawthon aime beaucoup trop l'argent pour lâcher l'affaire. Blasphémateur! Cupcake, attaque! Bref, passons à un autre ouvrage vendu comme étant dans l'univers des jeux. Et par conséquent, tout passionné de l'or de FNAF devait avoir cet ouvrage pour y trouver les précieuses informations qu'il pourrait leur offrir. Il raconte quoi le bouquin? Le Survival Logbook est sorti le 1er mars 2018 et c'est censé être un carnet d'employés de sécurité de Fazbear Entertainment ayant été en contact avec du Remnant et donc Michael Afton l'utilisera pour tenter de communiquer avec son petit frère décédé tout en appuyant la théorie comme quoi il serait le gardien de sécurité de tous les jeux car il est représenté en Foxy à chaque fois. Clairement un truc que Scott a forcé à coup de retcon pour simplifier l'histoire tout en justifiant des incohérences genre... Grâce à cet ouvrage, on découvre que Golden Freddy serait hanté par deux personnes en même temps. Cassidy, son frère, et un autre gamin tué par William, appelé le Cramchild. C'est une interprétation très débattable sur le sujet, mais faut bien ressortir quelque chose de ce bouquin. Ou admettre qu'on n'apprend pas grand chose avec ce livre. Ce truc m'a coûté trop cher pour l'admettre. J'ai rien compris. Bref, on va parler du bouquin The Fourth Closet, sorti le 26 juin 2018. Encore une fois, j'ai la giga flemme de résumer le bouquin. Sachez juste qu'il parle en détail du Remnant, une matière qui rattache l'âme à la réalité. Dans cette histoire, on apprend que William Afton veut s'en servir pour devenir immortel. C'est déjà une motivation plus poussée que juste créer des machines qui tuent des gens pour le fun. Ouais, sauf que techniquement, il est devenu immortel en devenant Springtrap. Ouais, bon, je pense qu'il n'avait pas en tête d'être un cadavre robot décomposé quand il imaginait son immortalité.
t'inquiète, on va enfin conclure la saga du Redcon Infini, le jeu Ultimate Custom Night, sorti le 27 juin 2018. Un jeu où l'on doit survivre à littéralement tous les animatroniques de la saga dans des environnements très spéciaux. Mais cette fois c'est normal que plus rien n'a de sens, car ce jeu est une sorte d'épilogue à l'histoire de William Afton. On y retrouve The Old Man Consequences de FNAF World, qui discute avec Golden Freddy, tandis qu'en arrière-fond, on entend William Afton hurler le nom de Henry et Michael, parce qu'il doit être probablement rancunier de ceux qui l'ont piégé et brûlé dans le jeu précédent. Ici, le joueur est défini comme un démon, car nous sommes le tueur, qui paye pour ses crimes et étant coincé dans une boucle de mort causée par des hordes d'animatroniques qu'il a contribué à créer. En gros, la conclusion de cette partie de la saga de FNAF, c'est que William est en enfer et va subir les conséquences de ses actes à jamais. Waouh, je suis presque satisfait de cette fin de lore, si on oublie la catastrophe scénaristique que fut les jeux précédents. Ben, dommage pour toi, car à partir de maintenant, tout ce que tu as pris du lore de FNAF depuis le début n'est plus canon. Quoi? Eh oui, tout ce que je t'ai raconté était un mensonge! Nous ne sommes pas à pas Freddy Fazbear Pizza. En vérité, nous sommes à Freddy Fazbear Pizza! Mais c'est quoi l'intérêt? Me foutre de ta gueule, parce qu'en fait, on est à la société de délire facile. Cet endroit n'a aucun putain de sens. Bref, tu ne comprends plus rien? C'est parfait pour la suite, car la prochaine fois, on conclut le lore de FNAF avec la saga du Mimic. Un immense merci à Caillou le Barbare pour m'avoir aidé dans le tournage de cette vidéo, car clairement je possède pas le multiclonage, et sans lui beaucoup de sketchs auraient dû être retirés. Alors, honnêtement, merci beaucoup. Je remercie aussi Tristan RC pour la relecture de mes scripts, vu que c'est lui qui est le plus gros expert du lore de FNAF, donc si vous voulez plus de détails, allez voir sa chaîne, car il parle aussi de beaucoup de lore de jeux vidéo. Bon, alors, vu que l'épisode est le plus court des 3 parties, j'ai décidé de l'allonger avec mon expérience personnelle de la licence FNAF et la réalisation de ces 3 parties. Alors, pour commencer, j'ai découvert FNAF au lycée, en pleine période où je commençais enfin à faire ma culture vidéoludique. Et pour moi, le principe de lore, c'était nouveau. Dire qu'un univers pouvait être raconté avec des éléments externes à la narration principale me paraissait fou. Ça dépasse l'entendement. Je me souviens bien de la découverte de FNAF 1 pour une raison. La chier de copie qui a déferlé sur internet pour plagier le concept pendant cette période. Et comme on dit, double plagiat, ça s'annule. On dit ça? On le dit. Donc ça va. Ça va. Puis on suivit FNAF 2 et 3 pendant la suite de ma scolarité, et vu que je n'arrivais pas à voir les jeux, j'ai décidé de suivre les vidéos de Funky Fwin qui racontaient bien le lore de chaque opus. À ce moment-là, j'étais tellement fan qu'à Halloween, j'ai décidé de bricoler un costume de Springtrap en carton. C'est pas une blague, c'est littéralement fait en paille et en carton. Regardez-moi. Ouais, clairement, pour moi, c'était mon pic de fan de la licence. Puis est arrivé Sister Location. Funky Fwin a lâché l'affaire, et moi j'ai été trop occupé avec mon départ pour le Québec. Et ouais, arrivé là-bas, j'ai totalement lâché l'affaire avec la licence FNAF. Et ce n'est que lorsque je suis revenu en France et découvert l'annonce de la sortie de Security Breach que j'étais en mode damn, il s'est passé quoi avec les licences FNAF pour passer de ça à ça? Donc par curiosité, j'ai cherché quelqu'un pour résumer l'évolution de la licence jusqu'à ce jeu. Et donc j'ai découvert Tristan RC. À ce moment-là, j'avais entamé aussi le narratif et le lore d'Hollow Knight. J'ai vu que ça plaisait et je me suis dit ce serait fun un jour de faire pareil avec FNAF. Puis j'ai ouvert avec mes économies une boutique. Et pour attirer du monde, j'ai fait un événement sur Inscription. Et c'est un bide. Eh oui. Waouh. Et en voyant que la boutique était un échec et fermerait à la fin de l'année, je me suis dit bon bah vu que j'ai des locaux, c'est le moment ou jamais de faire une vidéo qui résume le lore de la saga FNAF. Au moins ça m'occupera d'ici la fermeture. Ce fut très long. Une fois fini de créer les costumes et le script vérifié par Tristan, il a fallu tourner. Et bah heureusement que Caillou le Barbare est venu pour aider, car mes autres amis n'étaient pas proches de l'endroit, ça c'est le cas de le dire, la vache. Et en ce qui concerne les jeunes habitants locaux où était la boutique, ils ont carrément jeté mon annonce de demande de figurants plusieurs fois à la poubelle, alors que je les ai mis à des endroits où c'était fait pour. Résultat, bah, j'ai beaucoup improvisé pour essayer d'adapter le script avec les contraintes, aussi bien de temps
autant qu'avec les gens que j'avais sous la main. Et encore, au moment où je fais cette vidéo, il y a encore beaucoup de préfistolage, parce que les enregistrements ont tellement été faits dans la panique qu'il manque des scènes. Donc je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main. Et vu que j'ai donné les costumes et que la boutique est fermée, j'ai vraiment pas le choix. Voilà. En résumé, j'aime toujours l'esthétique de FNAF visuellement, mais en voyant le bordel narratif de la licence, je pense pas faire plus de 3 vidéos de lore dessus. Ou sinon, j'ai sérieusement besoin de budget. Bref, j'espère que cette expérience personnelle bonus vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour la dernière partie. Voilà, allez, bye!